37 millions de cyberacheteurs en France, plus pratiquement 1 sur 2 pour ceux qui sont sur Internet, et une quarantaine de transactions commerciales par seconde. C'est ce que nous dit la FEVAD. On l'a vu, il y a eu des records de transactions de carte bleue historiques battus 3 week-ends de suite en décembre dernier, entre Noël évidemment, mais aussi le Black Friday, le Cyber Monday. Donc le commerce évolue et évidemment il monte en puissance avec des acteurs qui se marient. Fnac, Darty évidemment, Alibaba, Auchan, Amazon, Monoprix, Casino Sarenza, on en a parlé ces derniers mois. Sébastien Badeau, pour commencer, et pour peut-être déjà répondre à une des premières problématiques posées par nos 4 grands témoins, il y a un modèle spécifique chinois, Alibaba, sur ce e-commerce comparé ou versus Amazon ? Il y a clairement un modèle différent. Il y a un modèle qui est très basé sur l'ouverture, parce que nos plateformes, c'est des places de marché, c'est des places de marché pures, qui font qu'on met en relation une marque, un distributeur avec un client. Nous, on apporte avant tout une touche de technologie et un croisement d'audience, parce qu'on a la chance d'avoir 580 millions d'acheteurs sur nos plateformes, mais on n'est pas en concurrence directe avec les gens qui vendent sur ces plateformes. Et ça, je pense que c'est la première grande différence. Et la question qui était posée, c'est vrai, c'était est-ce que vous allez conserver ce modèle-là, cet ADN ? C'est un modèle qu'on a depuis le début. On a commencé à faire du B2B au départ. On faisait de la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs en B2B. C'était en 1999. Heureusement qu'on a lancé du B2B à l'époque, parce qu'en Chine, lancer du B2C, ça n'aurait absolument pas marché. Et on s'est développé toujours dans cette logique-là, cette logique de transparence, de partage des données. Donc je ne pense pas qu'on va changer du jour au lendemain après 18 ans, et puis avec le succès qu'on a pu rencontrer en développant ce modèle-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que les feedbacks qu'on a des acteurs qui travaillent à la fois avec nous et sur d'autres places de marché nous demandent, en fait, préfèrent ce modèle-là, ils le disent. Lors des résultats annuels de Ralph Lauren, le PDG a dit « Nous, le modèle qu'on aime, c'est le modèle de Tmall, le modèle d'Alibaba, et c'est ça qu'on a envie de privilégier aujourd'hui dans notre développement. » Avec un développement aussi sur la fintech. C'est ce que je disais tout à l'heure il y a un instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes autant une entreprise de paiement qu'une entreprise de vente en ligne, non ? Et une entreprise de divertissement et une entreprise de services locaux. La fintech, je pense que la logique, c'est qu'en fait, on a 3 types de plateformes. On a des plateformes de commerce, donc B2B, B2C, C2C. On a des plateformes de divertissement, donc avec le YouTube chinois qui s'appelle Youku, le Twitter chinois qui s'appelle Weibo, et plein d'autres plateformes, et des services locaux comme Google Maps et autres, ou un service de musique aussi. Et tous ces services tiennent sur 4 grands piliers, que sont 1, le paiement, et on pourrait y revenir, 2, la logistique, on en reviendra certainement, 3, tout ce qui va être lié au marketing, et le 4e qui est le cloud, parce que lors du Singles Day, on arrive à faire 365 000 commandes à la seconde. Je ne sais pas s'il y a des directeurs informatiques dans la salle, mais 365 000 commandes secondes, c'est une prouesse technologique absolument phénoménale. Donc il faut avoir un cloud assez robuste. Ça, c'est les 4 grandes plateformes. Et c'est sûr que le paiement, chez nous, en effet, Alipay est la première fintech au monde. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose où l'Occident, et je parle pas que la France, l'Europe, les États-Unis, est très 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 en retard. En Chine, tout se paye par téléphone mobile, et il n'y a aucune friction liée au paiement. Alors que je pense que ça nous arrive à tous, quasiment quotidiennement, d'avoir un moment ou un autre où on ne peut pas payer avec sa carte bleue, ou le distributeur n'a pas de billet à vous donner. En Chine, c'est jamais un problème. Vous pouvez acheter des fruits dans la rue, le vendeur ambulant, il prend Alipay ou WeChat Pay. Et ça, c'est important parce que je pense que ça fluidifie le commerce. Et ça arrivera un jour ici. La question, c'est pas quand, c'est pas si. Nous, on est très fiers en France d'avoir 1 milliard de paiements sans contact déjà. Non, mais c'est bien. Et la FEVAD disait, c'est un début. Je donnais les chiffres tout à l'heure de la FEVAD avec 40 transactions par seconde. C'est sûr que d'un seul coup, on se sent petit. Sébastien Badeau, quand on a la taille et la force de frappe d'Alibaba, on se dit que c'est sur ces marchés-là de proximité que des acteurs comme Fnac, Darty auront toujours un peu un avantage concurrentiel, ou qu'il va falloir les rattraper sur ce marché-là. Comment est-ce qu'on voit ça, justement ? Nous aujourd'hui, on se concentre sur un marché qui est le marché chinois. Et aussi, maintenant, on se développe énormément sur le marché d'Asie du Sud-Est. Et on ne peut pas prendre toutes les batailles. Il y a un moment ou un autre où il faut faire des choix stratégiques, même quand on a des moyens et même quand on est rentable. Et c'est clair que
moi, quand je regarde le marché français ou quand on regarde le marché occidental, européen, américain, on se dit que, surtout en se mettant à la place du consommateur, je ne pense pas qu'on se lève le matin en se disant je ne sais pas où acheter ma machine à laver ou je ne sais pas acheter mon litre de lait, parce que quoi qu'il arrive, notamment quand on est à Paris, on a 20 choix, 20 sites internet ou même 30 ou 50 sur lesquels on peut acheter. Et dans une zone de chalandise juste à côté de chez soi, on a 5 supérettes qui peuvent vous livrer ou vous pouvez aller chercher le produit. Donc nous, notre premier sujet, c'est de voir comment est-ce qu'on peut servir au mieux le consommateur en fonction de ce qu'il demande. Et moi, je n'ai pas l'impression aujourd'hui que le consommateur en France, il soit à la recherche d'un nouvel acteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché finalement français ou européen est un marché déjà trop mature pour qu'il soit le premier sur lequel Alibaba puisse aller? En tout cas, on a tellement de challenges déjà. Le ticket d'entrée est trop lourd. On a des challenges à relever et des investissements lourds à faire en Chine pour couvrir l'ensemble du pays. Il n'y a que la moitié de la population qui est en ligne. En Asie du Sud-Est, où on a racheté une entreprise qui s'appelle Lazada, oui, qui est présente dans 6 pays. Et on pense que, fort de l'expérience qu'on a eue en Chine sur ces 10 dernières années, et le fait qu'en fait, l'Asie du Sud-Est est quelque part... Quand on regarde l'Indonésie, c'est 250 millions d'habitants. C'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Son PIB, c'est l'équivalent de la Chine il y a 9 ans. Et nous, il y a 9 ans, c'est là où on a vu le point d'inflexion sur l'e-commerce. Donc on se dit, positionnons-nous là où il va y avoir une explosion et un développement. On sait le faire. On arrive sur des pays aussi, et ça c'est une chance, hein, c'est une force, de pouvoir travailler dans des pays où il n'y a pas d'infrastructure existante. Donc pour pouvoir créer les choses à partir de rien, c'est plus facile que de moderniser une infrastructure existante. Donc on veut travailler sur nos forces. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fera jamais rien en Europe? Non, et d'ailleurs on fait déjà des choses. Hein. Il y a une plateforme qui s'appelle AliExpress qui vend sur le marché français. Mais en tout cas, on estime qu'on a d'autres challenges aujourd'hui à aller prendre. Et bien les exécuter, ça va déjà être un challenge assez phénoménal. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'Inde, c'est le marché de demain, c'est le lieu de combat Amazon, Alibaba dans les prochaines années? Alors, c'est sûr que l'Inde est un marché que beaucoup d'acteurs regardent. Je pense qu'on voit aussi la différence de philosophie là, parce que nous, en fait, l'Inde, on y est présent, mais d'une manière assez originale, on a pris une participation dans une entreprise qui s'appelle Paytm, qui ressemble un peu à Alipay, qui est une fintech à la base, donc une solution de paiement, parce qu'on pense que c'est le cœur et ce qu'on appelle cette logique de leapfrog, c'est-à-dire que ces pays en voie de développement, en fait, ils passent pas par toutes les cases par lesquelles on est passé. L'exemple de la Chine avec le paiement mobile, extrêmement fort. Aujourd'hui, 92% des transactions sont faites sur mobile, des achats e-commerce sont faits sur mobile. Alors qu'en France, on doit être à 20-25%, parce que nous, on est tous passés par la case desktop, alors que les Chinois ne sont pas passés par cette case-là. Et ce sera pareil pour les Indiens, ils seront et probablement l'Afrique aussi demain. Et Paytm développe aussi des solutions d'e-commerce, mais nous, aujourd'hui, on les laisse opérer. On est investisseurs, on est conseillers, on travaille main dans la main avec eux, mais on les laisse opérer. Parce qu'on se dit qu'ils connaissent mieux le pays, ils comprennent mieux. C'est un pays extrêmement complexe, très fragmenté. Et on pense que c'est comme ça qu'on doit l'attaquer pour le moment. Alors que d'autres acteurs mettent beaucoup de gens sur place et beaucoup d'investissements sur place. Je reviens un instant, Sébastien Badeau, sur l'Europe. Et puis on va évoquer la logistique et la supply chain dans un instant aussi avec vous, Olivier. Mais je vous écoute, Sébastien. Est-ce que je comprends mal quand j'entends dans ce que vous dites que finalement, si Alibaba prend des positions en Europe et en France, ce sera plutôt justement sur l'avancée technologique qu'a Alibaba, notamment sur les logiciels de paiement ou sur ce genre de... plutôt que sur les marketplaces? Je pense que... Ou là, vous avez une avance? Alors, je pense que la logique, elle est de travailler d'abord sur le sourcing, parce que là, il y a une vraie demande pour le coup. Donc, de faire venir un maximum de marques françaises et d'autres pays européens sur les plateformes en Chine, parce qu'il y a une demande du consommateur chinois de plus en plus forte pour ces produits-là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de fluidifier le tourisme des Chinois vers la France, en utilisant justement les moyens de paiement, en utilisant aussi notre plateforme de voyage qui s'appelle Fliggy, qui est le deuxième plus gros site de voyage en Chine. Et tout ce qu'on va faire au niveau de l'infrastructure cloud, parce que là, au-delà de sa puissance dont je parlais tout à l'heure,
dans tout ce qu'on développe en termes d'intelligence artificielle, là, il y a des choses aussi à développer à terme. Alors ça, on va y revenir, parce que je pense que pour des Européens, le cloud chinois et l'intelligence artificielle chinoise, ça peut faire un peu peur. Mais on va en parler. Plus que l'américain. Oui, mais c'est une question, ce sera une question, effectivement. Comment vous voyez évoluer justement ce e-commerce et cette proximité et ces entrepôts, Sébastien Badeau? Nous, on est complètement en phase avec ça parce que depuis 2015, on a fait un choix stratégique qui était justement d'investir dans les magasins physiques. Alors là encore, dans une logique souvent de partenariat, donc en prenant des participations. Donc la dernière, vous avez entendu parler avec Auchan, mais c'était pas la première, c'était la 6e ou la 7e. On le fait dans différents verticaux, donc que ce soit dans la maison, dans la mode, dans le frais, dans le food, en créant une chaîne là pour le coup de toutes pièces de supermarchés en centre-ville d'ultra frais. Et parce que on est persuadé que même si l'e-commerce représente 35% sur les gens qui sont en ligne du commerce en Chine, ce qui est énorme, hein, beaucoup plus qu'ici. Il reste que 65% des transactions se font ailleurs. Et on veut pas miser sur le fait que tout sera online. On n'y croit pas du tout. On croit, par contre, à la réinvention du retail. Et je pense que la meilleure manifestation de ça, c'est ce qu'on a fait justement en développant ces supermarchés qui s'appellent Rema et qui sont... Donc on en avait 0 il y a 18 mois, on en a une trentaine aujourd'hui. C'est des surfaces de 1000 à 2000 mètres carrés et qui sont à la fois des centres de distribution et des magasins. Et qui vont servir le même client mais en fonction de demandes qui vont être différentes. Donc ça peut être une demande qui est il est 7h30, je dois rentrer chez moi et je commande et en une demi-heure je suis livré de tous les produits, donc c'est une demi-heure dans une zone de chalandise de 3 km. Mais le samedi midi, je peux y aller avec ma famille, il y a un atelier pour mes enfants pour apprendre à faire la cuisine, je peux commander mon poisson frais, le faire cuire par un chef à l'intérieur et déjeuner là avec ma famille et puis repartir avec mes courses. C'est le même magasin, mais qui répond à 2 demandes différentes. Et c'est vrai que moi, quand je vais voir ces magasins-là, et j'invite à tout, voilà, je suis sûr qu'il y en a qui y sont déjà allés, mais si vous allez à Pékin, à Shanghai ou à Hangzhou, qui est notre berceau, et on vient d'ouvrir un magasin là-bas, allez voir un Rema, parce que pour moi, ça, c'est l'exemple du futur du retail. Et aujourd'hui, même les promoteurs immobiliers à Shanghai et à Pékin, ils mettent en avant dans leur prospectus que les appartements qu'ils vendent sont dans la zone de chalandise de Rema parce que les gens qui l'ont testé, c'est devenu un argument de vente, quoi. Et Jeff Bezos dit souvent Amazon est finalement une entreprise de logistique. Et c'est vrai, quand vous discutez avec le patron de la Poste aujourd'hui, il vous dit clairement, je sais qu'il est représentant de la Poste dans cette assemblée, qu'il y a un problème avec Amazon. C'est qu'à la fois, c'est le plus gros client pour la livraison et en même temps, le plus gros concurrent à venir. Comment vous voyez? Vous vous voyez comme un commerçant ou un logisticien finalement? Alors, on l'a dit tout à l'heure, nous on a une vision pareille que sur les places de marché. Une statistique qui est publique, c'est que Alibaba, en termes de volume d'affaires, fait 3 fois la taille d'Amazon. Donc c'est plus de 500 milliards qu'Amazon fait 170. Amazon, c'est 560 000 employés, Alibaba, c'est 60 000. Donc c'est 10 fois moins d'employés pour 3 fois le volume d'affaires. Et la raison, c'est parce qu'en fait, nous, on a vraiment ce prisme-là, et je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, c'est vraiment des choix stratégiques et philosophiques différents, de travailler main dans la main avec énormément de partenaires, et c'est le cas aussi pour la logistique. Donc dans la logistique, nous, ce qu'on crée, c'est une couche de software, mais la plupart des paquets, alors je vais donner encore un chiffre qui donne le tournis, mais on en livre 56 millions par jour. Voilà, désolé. Ils sont livrés par des partenaires. Et nous, en fait, et je trouve que c'est un modèle qui est assez vertueux parce que ces partenaires, on va quand même s'assurer qu'ils donnent un niveau de livraison, qui suivent en fait les niveaux de livraison qui sont supposés donner. Donc les clients vont dire j'ai bien reçu le colis ou se plaindre, etc., etc. Et si jamais ils tombent en dessous d'un certain niveau, ils vont être déréférencés et leur activité va baisser. Donc forcément, ça les pousse à garder un niveau de qualité au niveau de la livraison qui est extrêmement fort. Et on continue à travailler avec eux, mais ça, c'est le modèle qu'on aime. Alors, à côté de ça, nous, on va développer la technologie. Parce que est-ce qu'on est logisticien? Non. Mais par contre, on est une entreprise de technologie. On a la moitié des 60 000 employés qui sont des ingénieurs. Donc, par contre, travailler sur la livraison de demain, l'automatisation, etc., ça, on le fait. Mais après, l'idée, c'est qu'on partagera cette technologie avec ces centres logistiques et on les laissera opérer. Sébastien Badeau, il y a eu
petite salve tout à l'heure quand on a parlé d'intelligence artificielle et de cloud, évidemment, et du modèle chinois et des questions qui peuvent se poser avec le modèle politique de la Chine. Mais comment est-ce que ces éléments-là sont vus stratégiquement, déjà pour commencer, par Alibaba ? Alors, je pense que c'est au cœur complètement de notre stratégie. Je ne pense pas que c'était au cœur de notre stratégie quand on a lancé, quand Jack Ma est un vrai visionnaire et il a eu plein d'idées extraordinaires. Et il continue d'en avoir plein d'extraordinaires d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y a 18 ans, il s'était dit que son entreprise deviendrait aussi une entreprise de données. Ça, c'est venu petit à petit. Par contre, une des forces de la plateforme, c'est que toutes les plateformes que j'ai citées, que ce soit celles de divertissement, de commerce ou de paiement, quand vous les utilisez, vous utilisez un seul et même identifiant. Et c'est vrai que ici, les signaux qu'on donne, nous, on donne tous les mêmes signaux quand on utilise notre carte de crédit, quand on cherche sur Google Maps quelque chose, quand on regarde une vidéo sur YouTube. Mais la différence, c'est qu'elles sont complètement fragmentées. Moi, mon identité, elle n'est pas la même sur Facebook que sur Twitter, que sur LinkedIn, que auprès de ma banque. Certains savent où j'habite, d'autres pas. Alors que là, en fait, c'est une seule et même identité, quelles que soient les plateformes. Donc oui, il y a un côté un peu Big Brother qui, nous, Européens, nous fait peur. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les consommateurs chinois, ils n'ont pas du tout la même relation à la vie privée que nous. Et c'est leur choix. Enfin, c'est pas que leur choix, mais bon, en tout cas, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est leur choix sur certains aspects, parce que quand on leur demande, par exemple, et ça, c'est pas nous qui leur demandons, c'est des instituts de sondage, est-ce que vous aimeriez, quand vous rentrez dans un magasin, qu'on vous dise bonjour par votre nom et votre prénom? Ils répondent en grande majorité oui, alors que je pense que les Français, on leur demandait est-ce que vous voulez que vous dise bonjour, ils diraient non, ils ne me disent même pas bonjour, quoi. D'ailleurs, on ne leur dit pas bonjour. Oui, d'ailleurs, on leur dit pas bonjour. De temps en temps. Sauf chez Darty. Chez Darty, on dit bonjour. Non, mais c'est sûr que, en tout cas, moi, ce que je vois comme enjeu et ce qu'on arrive à faire, c'est surtout de voir ce qu'on arrive à faire avec ces données. Parce que le sujet, c'est surtout, est-ce que ça peut être utilisé à bon escient? Et si c'est utilisé à bon escient, à ce moment-là, ça peut bénéficier aux plateformes, aux marques et aux consommateurs. Et moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, parce que je trouve que c'est un des plus beaux exemples de ce qu'on a pu faire récemment. C'est qu'il y a en Chine 6 millions d'épiceries indépendantes. Donc qui ne sont pas affiliés à des groupes ni quoi que ce soit, qui sont au niveau zéro de la technologie, ils prennent les commandes à la main, ils notent ce qu'ils ont en stock à la main, etc., etc. On a travaillé avec 100 000 d'entre elles, donc c'est une petite partie, mais du jour au lendemain, en leur donnant accès à des tablettes et des solutions technologiques, on les a passées du niveau 0 au niveau NEC plus ultra, dans la supply, dans le RP, dans la Réa Pro, dans les paiements, parce qu'ils pouvaient prendre des paiements avec Alipay, et dans le CRM qu'ils allaient pouvoir faire avec leurs clients. Et donc ça déjà, c'est assez extraordinaire en termes de services donnés à ces petits magasins qui se modernisent très très vite. La seconde chose, c'est que derrière, on a commencé à travailler avec des marques. Alors on a un exemple en particulier avec Mondelez qui est venu nous voir, qui nous a dit voilà, on a un problème. On a une marque qui s'appelle Oreo, qu'on a lancée en Chine, qu'on a lancée sur Tmall, sur vos plateformes, qui marche très bien, qui marche aussi très bien dans les grandes surfaces en centre-ville et qui ne marche pas du tout dans ces petites épiceries indépendantes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, on a 100 000 points de vente et de la donnée en direct. On fait une analyse pendant un mois, on vient les voir, on dit bah oui, en effet, ça marche pas. Là, ils nous disent oui, enfin ça, on le savait déjà. L'insight n'est pas génial. Mais on creuse un peu plus et on se rend compte que les consommateurs achètent des petits gâteaux, mais ils achètent des single serve. Or, Oreo ne vendait que des paquets. Et on leur a dit, le problème c'est ça, c'est que les gens ils veulent un produit de snacking et aujourd'hui vous ne l'avez pas. Et donc ils ont développé spécifiquement pour ce marché chinois, pour ce canal de distribution là, un single serve et qui est aujourd'hui l'un de leurs best-sellers en Chine. Ça pour moi, ça répond à c'est proposer un produit qui n'existait pas au consommateur, que le consommateur voulait. C'est un impact extrêmement positif pour la marque aussi. Tout le monde est content. Et ça, c'est une utilisation intelligente de la donnée. C'est là où Sébastien Badeau, parce que bon, évidemment le rapport aux données privées est évidemment différent en fonction des différentes zones du monde. C'est là où justement l'intelligence artificielle, le service que peut rendre les data, va se démocratiser dans le bon sens, la façon intelligente de faire de l'intelligence. Il y a un des pionniers de l'intelligence artificielle qui avait dit que la meilleure donnée, c'était plus de données. Donc en fait, le sujet, c'est surtout, plus on a de données, plus on arrive à la traiter, plus on arrive à la faire parler. Donc nous, on a la chance de travailler sur un marché qui est tellement grand que les données, on en traite
des millions et des milliards même. Un des exemples, par exemple, qu'on fait avec le cloud, c'est on fait ce qu'on appelle Smart City, c'est-à-dire qu'on travaille avec les villes, dont Hangzhou, qui est la ville où Alibaba est né, où il y a 10 millions d'habitants. Et on est en train de travailler avec eux pour fluidifier le trafic, gérer des problématiques liées au climat, liées à la pollution. Et typiquement, tous les signaux qu'on a, on en a tellement que demain, si on devait faire ça dans une ville de 300 000 habitants, ce serait extrêmement simple parce qu'on l'aura fait à une telle échelle. Donc je pense que la force qu'on a, nous, dans le développement de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir travailler sur un marché qui est sans commune mesure quasiment avec n'importe quel autre marché. On s'approche de la conclusion de cette table ronde, Sébastien Badeau. Est-ce que, c'est une question un peu politique et je ne veux pas du tout vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que, vu que vous avez, vous, l'expérience du terrain français, il y a une peur de l'investisseur chinois? On a vu qu'il y a eu des inquiétudes, des retours de presse lorsque les Chinois ont pris le pouvoir à l'aéroport de Toulouse, sont entrés au capital de PSA ou du Club Med. Il y a une inquiétude des Européens et des Français par rapport à l'investisseur chinois? Je pense, mais c'est pas spécifique, je pense à l'investisseur chinois. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. Dans les années 80, il y a la même chose avec les investisseurs japonais aux États-Unis. Et c'est passé. Moi, je pense que le sujet, c'est. Moi, ce que je vois, en tout cas, déjà, nous, par rapport à nous, vu que la majorité de ce qu'on fait, ça aide le développement économique français, on est plutôt bien accueillis. Donc, on n'a pas trop de problèmes. On a cette chance-là. Après, les autres, je peux pas trop me prononcer. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que. Clairement, la Chine a des moyens, va devenir la première puissance économique mondiale. Et là encore, ça va être dans les années à venir. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut travailler intelligemment avec elle. C'est pas parce qu'il y a un investisseur chinois qui arrive. Typiquement, je pense que les gens du Club Med sont pas malheureux de la relation qu'ils ont avec Fosun. Enfin, en tout cas, de ce que j'entends. Non, et même d'ailleurs parfois des proximités de tempérament culturel entre les Français et les Chinois. Souvent on pense que les Chinois sont extrêmement différents de nous, mais on a plein de liens liés justement au rapport à l'histoire, au côté ancestral, la relation à la nourriture. On est tous là, vous attendez tous de dîner. Ça arrive. S'asseoir à dîner comme ça, on le fait beaucoup plus en Chine et en France qu'aux États-Unis par exemple. Rapport à la famille aussi qui est très différent. Donc je pense qu'il y a des proximités. Alors oui, on parle pas du tout la même langue et leur anglais est encore assez approximatif pour certains d'entre eux. Le nôtre mais je pense aussi, qu'il y a des choses qui nous lient. Oui, pour les Français, c'est pas faux. C'est un point commun de plus. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Sébastien Badeau, directeur général d'Alibaba France, Olivier Teul, directeur des opérations de la Fnac Darty.